Euh, pour la prochaine intervenante, je vous présente Espérance qui travaille en tant qu'experte service juridique. Donc, elle va vous présenter le juridique et ses services. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Espérance Kanda, j'ai 30 ans, je viens de région anversoise et je suis chef d'entreprise chez eThe Jurist. On est un cabinet de conseil juridique, stratégique et événementiel. Moi perso, j'ai grandi dans un quartier résidentiel en Flandre, à Anvers, région anversoise. Quand j'étais jeune et j'étais encore à l'école, j'étais écolière, je me suis vite fait, j'ai vite fait compris que le réseau, les personnes qui m'entouraient, c'était un atout. J'étais dans une école catholique où la plupart des élèves étaient fils de médecins, avocats, chefs d'entreprise, politiciens, etc., etc. Et moi, perso, j'avais des grandes ambitions. Et j'avais compris directement que le fait que j'avais ce réseau-là, c'était un grand avantage pour mon avenir. Quand j'étais encore à l'école, à certains moments, il faut faire le choix, il faut savoir ce qu'on va étudier par la suite. C'était soit la médecine, soit le droit pour moi, et ma vie a pris la tournure de la dernière option. Quand j'ai commencé mes études universitaires, je ne savais pas concrètement ce que je voulais faire après, donc au niveau professionnel, parce qu'il y a énormément de débouchés dans le droit. Je me suis décidée de ne pas me limiter et j'ai fait des stages et des activités extracurriculaires. Donc j'ai fait par exemple des stages, j'ai d'abord commencé par une association de droit pour avoir un peu le feeling avec l'associatif. Après j'ai fait plusieurs stages même dans des bureaux d'avocats, notamment dans celui de l'ancien ministre de Justice Koen Geens. J'ai fait aussi un job étudiant dans un département juridique d'une entreprise. Puis j'ai fait le Brussels Model European Union, qui est une simulation des institutions européennes, donc la Commission, le Parlement européen, pour avoir le feeling un peu avec la politique. Après avoir fait ça et mon Erasmus avec un focus sur le droit international et européen, je me suis décidée que je voulais travailler dans les institutions européennes. Ce qui m'attirait le plus, c'était vraiment l'union qui forme la diversité. Et à partir de ce jour-là, j'ai fait tout, et quand je dis tout, c'est vraiment tout, dans mon possible pour pouvoir y accéder. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas facile parce qu'il fallait se distinguer auprès de ses pairs. Parce que toi, tu peux avoir tes qualités, mais l'autre personne aussi a ses qualités. Et il faut bien sûr avoir l'opportunité. Et c'est à chaque fois que je remplissais l'application, elle revenait négative. Ça, c'était en fait mon premier challenge. Moi, j'ai failli perdre tout espoir et je commençais à me sentir mal parce que à chaque fois que... Il faut savoir les applications... Quand on fait les applications, là, c'est pas 5 minutes. Il faut au moins 15 minutes chaque fois, ou même plus, tellement que c'est lent pour pouvoir le faire. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui va dans ce sens-là. Et quand ça revient négatif, c'est un peu un petit choc à chaque fois et ça démotive un tout petit peu. Mais tout a changé en 2021. En 2021, mon alma mater, la VUB, poste une annonce destinée à tous les étudiants et les alumni. Et dans cette annonce, il est écrit que un juge à la Cour de justice de l'Union européenne recherche une stagiaire dans le droit de la concurrence. Moi, je me suis dit, c'est cool, c'est bien, parce que déjà, ma finalité, donc ma filière du master, c'est le droit international et européen. J'aime bien le droit de la concurrence et j'ai toujours voulu travailler dans les institutions européennes. Donc, ce que je fais, bien sûr, dans 5 minutes après que je vois ça, je vais directement dessus, j'écris mon mail, je fais tout ce qui est application. Quelques mois plus tard, j'ai l'honneur de rencontrer le juge. On a un entretien, ça se passe très bien. Et enfin, Dieu a exaucé mes prières. Je pouvais aller à l'Union européenne.
Oui, donc j'ai fait ce stage et tout s'est passé merveilleusement. Je me sentais au top. Je n'ai jamais senti mieux que là-bas. Et à un certain moment, quand le stage devient à sa fin, j'ai commencé à réfléchir sur ce que je voulais faire par la suite. J'en ai parlé avec les collègues, j'en ai parlé avec le juge. Et le juge m'a confié en fait qu'il y avait aussi un stage, une possibilité de stage auprès du greffier du tribunal. J'y ai un peu douté, je me suis dit, c'était pas complètement ce que je voulais faire parce que ces stages-là sont plutôt administratifs et ce que moi je recherchais, c'était plus juridique. Et je me suis dit, ok, je vais laisser passer ça. On m'a dit aussi qu'en septembre, il y a quelques places qui peuvent se libérer. C'était mai en ce moment-là. Je me suis dit, j'attends quelques mois. Si ça ne passe pas, je me lance en indépendant. Et en fait, pendant mes études universitaires, je faisais ça déjà gratuitement pour mes proches. Je donnais des conseils juridiques, je les aidais et tout ça. Donc, je me suis dit, je pourrais facilement le faire aussi rémunéré. Septembre venu, il n'y avait malheureusement pas de place. Et quelques mois plus tard, je commence mon cabinet de conseil en 2022, en novembre 2022. L'idée était en fait de rassembler tout ce que j'aimais faire et tout ce que je sais faire. Je voulais proposer plus que seulement le conseil juridique parce que j'estimais qu'un entrepreneur qui vient de commencer, qui vient de se lancer, a besoin d'accompagnement parce qu'il ne connaît peut-être pas toutes ces choses-là. Et à un certain moment, il voudra sûrement donner aussi une petite fête de lancement ou un dîner avec des stakeholders. Et tout ça, ça devrait être anticipé par mon cabinet de conseil, d'où la partie stratégique et la partie événementielle. Le siège social de mon entreprise est à Paris. Vous vous demandez sûrement, pourquoi, qu'est-ce qu'elle est partie faire à Paris? Oui, parce que en fait, moi, je voulais me focaliser surtout sur tout ce qui est beauty et fashion. Il faut savoir, le quartier où il y a mon siège social, c'est le quartier Saint-Honoré. On est entre, là il y a Gucci, là il y a Louis Vuitton, là il y a Maje. Je me suis dit, si je suis ici, je peux peut-être attirer un type de client. Je peux prospecter en faisant des annonces payantes. Je peux faire un peu tout ce type de choses-là. Et les clients viendront facilement vers moi. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Je me suis dit, ce n'est pas le cas, c'est pas grave, je vais me focaliser sur mon entourage. Donc, je vais me focaliser sur mes amis et ma famille. Mais je n'ai pas pensé au fait que la plupart des gens de ma famille, ils sont plutôt dans le salariat que dans l'entrepreneuriat. Donc, encore un souci. Et c'est là où j'ai réalisé que j'avais un deuxième challenge, mon mindset. Pourquoi? Parce que quand on travaille en tant que jeune stagiaire, avocate ou en tant que stagiaire dans la fonction publique, on n'a pas toutes ces choses-là à réfléchir à toutes ces choses-là. Les clients viennent facilement vers toi. Pourquoi? Parce que dans les cabinets d'avocats, il y a la personne qui est un peu plus expérimentée, qui fait rentrer les clients. Et quand on est par exemple, où j'étais en tant que stagiaire dans la fonction publique, il faut qu'attendre que Apple ou Samsung viennent plaider son dossier, et puis c'est ça. Il n'y a pas plus que ça. Et en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas du tout le cas. Il faut aller où il y a les clients. Il faut vraiment aller les chercher et les trouver où ils sont. Vu que j'étais déjà active sur les réseaux sociaux, je me suis dit, je vais aussi me lancer en réseaux sociaux professionnels sur mon compte Instagram. Il faut savoir, le compte n'a pas tenu 3 jours et je me suis fait pirater. Challenge numéro 3. Challenge numéro 3, je me suis dit, ça doit être vraiment de mauvaise foi. Parce que déjà, moi, je ne suis pas influenceuse, je n'ai pas 400 000 followers. Moi, si une personne me pirate, c'est parce qu'il a vu que j'avais une entreprise et du coup, il a voulu me pirater parce que j'ai une entreprise. Après des analyses avec mon IT, on a vu que ce piratage faisait en fait partie d'un plus grand cadre et ça a eu une grande ampleur. C'est une histoire que je vais vous dire un autre jour parce que sinon ça peut devenir long. Mais vous vous demandez sûrement qui peut être caché derrière tel acte. Enfin, sans citer de nom, je peux vous dire que la personne, elle est comme Jonathan Bardella en Belgique, en France, pardon.
Jonathan Bardella, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu une personne prominente dans les cercles de Rassemblement national Génération Identitaire. Cette personne, ici en Belgique, était la tête de l'organisation qui s'appelle Zielt en Vrienden, une organisation de Gand. Ils ont déjà fait un reportage sur cette organisation. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un Discord où ce qu'ils utilisaient en forme de, comment dire, messager pour tout message sexiste et raciste. Donc il y avait plein de messages horribles dans ce Discord-là. Et il y a un reporter qui a décidé de s'arrêter et puis de dire stop, on va faire sortir tout ce qu'ils font et puis on va voir ce que ça donne. Le chef de cette organisation, maintenant, me suivait déjà depuis 2020 sur mon compte Instagram privé. Il regardait toutes mes stories. Pourquoi? Je n'ai jamais su. Mais après que je me suis fait pirater, je me suis dit, en fait, être une femme noire et être à un certain niveau, ça dérange. Donc, je me suis dit, je ne vais pas abandonner parce que là, je le donne raison, complètement raison, et j'ai commencé à me battre plus fort. Après cette expérience, j'ai juste décidé de recommencer mon Instagram à nouveau, comme ça, il n'y aurait pas de traces de piratage ou malware ou quoi que ce soit. Et j'ai décidé d'être plus conséquent à travers mes actes. J'ai développé une stratégie de marketing, de prospectus. Je suis retournée à la base, donc le networking, en participant à divers événements et en intervenant aussi à divers événements. Et je me suis aussi rendue ouverte à plus de partenariats pour pouvoir justement trouver plus de clients. Et petit à petit, je commençais à avoir des résultats. Les clients commençaient enfin à venir et au niveau juridique, aujourd'hui, on peut concrètement faire appel à moi pour donc, une première consultation pour connaître les besoins, la rédaction et révision des contrats, les négociations des contrats, le conseil juridique au sens large, ça peut être sur un litige ou si vous avez besoin de plus d'informations. Des veilles juridiques. Une veille juridique, ça veut dire qu'on va voir si votre entreprise est encore en règle avec des nouvelles réglementations. Et je fais aussi des audits de sites web, ça n'a rien à voir avec l'IT. Je vais regarder donc tout ce qui est conditions générales et politique RGPD. Les domaines que je traite, c'est le droit de contrat, donc tout ce qui est contrat, conditions générales, etc. Le droit commercial, donc tout ce qui est commerce physique, e-commerce, fonds de commerce, les droits des entreprises, donc les statuts juridiques, les démarches pour les startups, tout ce qui est autour des responsabilités de l'administrateur qui est assez important, surtout dans les premiers 3 ans de l'entreprise. Le droit de la propriété intellectuelle, surtout quand on est par exemple dans le cosmétique et on veut faire sortir une marque, on a besoin des renseignements sur le droit de marque. Ça peut être aussi le droit d'auteur, les licences par exemple pour des personnes qui sont dans l'IA. Je fais aussi le droit du travail pour les particuliers, donc tout ce qui est licenciement, contrat de travail, etc. Et le droit de la famille, donc les divorces, garde d'enfants, contrat de mariage, questions de succession, etc. Moi, j'ai décidé de rendre mes prix plus accessibles là où mes pairs facturent 150 € hors TVA de l'heure. Parce que moi, j'estime en fait que l'entrepreneur en début de carrière a besoin d'un boost et je veux aider ces entrepreneurs à réaliser leurs rêves. Moi, je ne demande pas d'acompte et pour commencer à travailler sur le dossier là où mes pairs le font. Et un autre avantage aussi, c'est que j'essaie de traiter tout dossier sous les 7 jours. Donc, quand vous m'envoyez un message le lundi, vous pouvez avoir une réponse. Donc, je vais traiter votre dossier avant le dimanche. Pour finir ma partie, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris dans mes 3 ans en tant qu'entrepreneur. Premièrement, le juriste et le comptable sont les meilleurs amis d'un entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, c'est hyper important de bien s'entourer, sachant que vous avez des responsabilités et que vous ne pouvez pas tout faire seul. De base, vous aurez besoin d'un juriste pour tout ce qui est statut juridique, contrat parfois, et aussi les conditions générales. Sauf si vous êtes vous-même donc juriste ou avocat ou quoi que ce soit dans le domaine, c'est mandatoire. Donc mon message à vous, c'est de vous trouver un juriste qui vous met à l'aise et qui sera à l'écoute de vos besoins. Deuxièmement, time is money. Ce que je vois souvent chez mes clients, c'est qu'ils n'osent pas mettre le prix. C'est vraiment important de mettre le prix parce que le monde où on tourne de cette façon. Et vous pouvez même consulter un incubateur
qui va vous aider à fixer vos prix d'une bonne façon. Moi, je vous conseille Elevate Incubator. C'est l'incubateur de David Mwongo, qui était représentant à les élections européennes, les dernières élections européennes, qui pourra vous aider. Et troisièmement, tu es la moyenne des personnes qui t'entourent. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, faites du networking. Qui sait, vous pouvez toujours travailler avec quelqu'un, que ce soit une personne avec qui vous allez faire un projet ou peut-être vous associer. Et qui sait, vous aurez encore plus de clients en faisant du networking. Donc, c'est le message. Bravo, merci. Il y a des questions? On n'a pas on va bien décortiquer les choses. J'ai un souci. Oui. Vol d'identité de mon fils. Aïe. J'envoie tout le temps, toutes les preuves que c'est pas lui. Mais il y a un gars qui se promène toujours sur le même trajet, inverse quelque chose de l'autre côté, alors que nous on est ici en Wallonie. On a envoyé toutes les preuves que c'est pas l'enfant. Oui. Ils annulent une première fois. En fait, c'est un jeu auquel on ne sortira jamais. Oui. Car tant que les garçons continuent à utiliser la pièce d'identité, nous autres, on ne sait pas faire quoi que ce soit. L'enfant a changé les cartes d'identité. Oui. Il a même rajouté un prénom, figurez-vous. Les nouvelles contraventions ont même le prénom à l'intérieur, mais toujours avec la vieille carte d'identité. Okay. Donc, je ne sais pas comment on sait faire et qu'est-ce que vous pouvez nous aider ce que je peux seulement vous recommander, c'est de encore porter plainte à la police. Déjà fait. Faire signaler l'ancien carte. On a tout fait. Même la commune qui a fait ça, en fait, c'est une vieille carte des enfants quand ils sont mineurs. Et donc, quand on va remettre à la commune pour avoir la carte des 18 ans. C'est cette carte-là, perdue dans la nature. La commune devrait normalement sécuriser. On ne sait pas comment ça se retrouve dans la nature. Et donc, même la commune a dû appeler pour pouvoir signaler que ce n'était pas vrai, ce n'était pas la bonne carte, tout ça. Mais ils annulent, mais toujours, ils recommencent en fait. La seule chose que vous pouvez encore faire, c'est d'aller au juge de l'instruction. Ça va vous coûter un peu plus cher. Oui, ça va coûter 500 € quand même. Mais vous pouvez aller au juge d'instruction et porter plainte contre des inconnus. Et puis eux, ils vont faire, avec toutes les preuves que vous allez donner, ils vont faire leur enquête et puis ils vont revenir vers vous avec un nom ou un groupe de personnes qui sera donc le groupe des malfaiteurs et avec qui vous pouvez aller en justice. Il faut aller jusque. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Oui. On m'avait convoqué justement au tribunal, je me suis présentée. Et en fait, on est allé jusqu'à prendre des empreintes, comparer avec la personne. Et ils m'ont montré même la photo de la fille. C'était une africaine aussi, mais on voyait que ça n'avait rien à voir avec moi. Mais après, ça s'était terminé. J'ai plus eu de problème. Mais c'est vrai que j'ai dû aller jusqu'au niveau du tribunal. Exactement. J'ai montré la preuve que j'ai porté plainte à la police. Et alors, ils ont vérifié avec les empreintes et puis ils ont fermé tous les dossiers avec ça. Mais il faut aller vraiment dans le niveau supérieur. Oui. C'est plus ou moins similaire à madame, mais c'est pas moi, c'est pas moi du tout. Mais j'ai mon compagnon, lui, on a carrément trouvé sa carte d'identité. Le mec est parti chercher une nouvelle voiture à son nom. Oh là là. Une voiture de 20 000 balles. Merci. Et du coup, il paye chaque mois en fait, parce qu'il est parti porter plainte, il a dit c'est pas moi, enfin tout ce on a fait tout en fait. Et la police dit mais oui, il n'y a pas de souci, enfin on vous croit, il n'y a pas de problème et tout, mais la banque, lui, il en a rien à foutre. Tu rends notre argent. On vous croit, mais payez quand même. Voilà. Et du coup, il paye chaque mois. Du coup, il a demandé un plan de paiement parce que 20 000 balles, il n'a pas ça. Et il a quand même payé. Il paye 300 € chaque mois. Ça Non. Il faut arrêter de payer. Mais au départ, il voulait pas payer. Oui. Au départ, il voulait pas payer. Il a dit ouais, c'est pas normal et tout, c'est pas moi, etc. et tout. Mais en fait, à un moment donné, tous ces pécules de vacances, il touchait plus. Il travaille, enfin, il m'a dit ouais, on aura 3 000 balles l'objet de GPQ de vacances. On s'est dit ça va, on va aller au bled, enfin, on va vivre notre meilleure vie. En fait, non, en fait. Et
la somme n'est jamais arrivée sur son compte. Du coup, il appelle, il dit mais c'est normal, je devais recevoir mon argent. Enfin, c'est bizarre et tout. Il dit monsieur, en fait, on a retiré parce que vous devez l'argent à la banque et tout. Nanana. Ça veut dire que le mec il travaille, il a même pas le droit de payer de vacances. En plus de ça, il paye chaque mois 300 balles pour une voiture qu'il a pas. Et là, en ce moment, on a un problème de voiture. On peut même pas se permettre de demander un prêt parce qu'il est affiché à la banque en fait, parce qu'il doit l'argent à l'État, si vous voulez. Et du coup, moi, je sais pas quoi faire, il me fait de la peine, mais bref. Non, il faut arrêter de payer, premièrement. Deuxièmement, il faut aussi aller à la police pour exactement porter plainte s'il n'y a pas une possibilité. Et je mettrai même la banque en défaut aussi dans la plainte là, parce que vous ne devez pas l'argent à cette personne. Et il y a même un article dans le Code civil. Il y a même... Le gars, il a dû signer quand il a fait. Après exactement aussi ce que tu allais dire. Le mec, il a même moi je le faire. Voilà, c'est la carte d'identité, il y a la signature. Il y a la signature, exactement, donc tu peux refaire. Avant d'aller faire. Exactement. Mais la banque devrait savoir au moins qui est la personne à qui ils ont donné en face de lui. Ils peuvent le voir au niveau des caméras. Ils ont plein de choses pour pouvoir le faire. Donc, il faut vraiment le faire envers la banque parce que il y a même dans le Code civil, il y a un article où on dit qu'il y a ce qui n'est pas dû, tu ne dois pas le payer. D'accord. Mais quand tu prends un crédit pour une voiture comme ça, tu dois montrer des fiches de paye, c'est ça. Oui, mais on peut faire. La question qu'on se pose jusqu'à maintenant, et il était affiché à la banque avant qu'on se rencontre. Et du coup, il me fait part du problème. Moi, je dis, ça va, si tu ne payes pas, s'en fiche. Enfin, moi, je pense de ce principe-là. Et comme je vous ai dit, c'est arrivé qu'il commence à carrément aller retirer son argent. Et on a voulu acheter une maison parce qu'on entend faire des trucs mais si tu affiches, c'est difficile. Exactement. Et le problème, c'est que nous, on a des épargnes. Enfin, on a mis de l'argent de côté et on arrive à la banque. Ils disent, mais monsieur, vous êtes affiché à la banque, vous ne pouvez pas. Il y a juste madame. Et moi, honnêtement, prendre toute seule, c'est mort. Non, mais vu que tu ne peux pas prendre une maison, tu peux aussi le mettre en tant qu'intérêt moratoire parce que tu as droit aux dommages et intérêts. D'accord. Donc, du fait que tu ne peux pas le faire ou que tu as dû attendre pour le faire, tu peux l'inclure aussi dans ta plainte, tout ce type de choses-là. Pas du tout. Ok. Oui. Et tu sais dans quelle banque il est allé? Le monsieur là. Tu vois, Je lui demande physiquement, parce que la banque, il doit Je crois qu'il a piqué de l'argent de quelqu'un. Et on Sur le compte bancaire. Oui. 15 000 €. Oh là là. Et on a réussi ça. Et il y a même, je crois, la police quelque part là en Flandre. Il commence à menacer mon fils pour dire tu dois venir ici et tout ça. Et moi j'étais tout le temps derrière. Parce que moi avant j'avais travaillé à la police. J'appelle mon ami avec qui on avait travaillé. Je lui dis regarde, lui il dit ça. Il me dit non, il ne faut pas aller. Oui, il faut pas aller. Demande-lui d'envoyer le dossier à la police. Exactement, pour vous. Voilà, et c'est ce qu'on a fait. Et enfin, le monsieur, il commençait à téléphoner l'enfant la nuit pour lui demander que si tu ne viens pas, je viens te chercher là-bas chez toi. Ils n'ont pas le droit. Avec le voiture de la police. Ils n'ont pas le droit. Et c'est ça que moi j'ai dit, en fait, dis au monsieur que s'il continue à te menacer, je vais lui porter plainte à la police de police. Et là, le truc s'est arrêté. Exactement. Mais on n'a pas été jusqu'à payer l'argent. On a quand même montré aux gens... à la police ici parce qu'ils savaient déjà dès le départ, j'avais vu. Enfin, quand ça arrive, vous avez 20 lettres. Oui, ça devient des gros dossiers, c'est vrai. Ils se promènent, on vous balance ça comme ça. 20 contraventions de oui. Et tu appelles SNCB, oui, envoie le preuve que c'est pas lui. Puis moi, je prends tout le dossier, je vais faire toutes ces démarches, puis ils vont annuler. Et les garçons recommencent, et j'appelle, j'ai dit, mais quand vous le voyez, qu'est-ce qui vous empêche de prendre cette carte que la personne vous montre et nous appeler pour nous confronter parce que vous avez déjà les signalements du dossier. Voilà, exactement. Non, madame, ça nous, on ne peut pas faire. Il faut l'avocat. Il faut un avocat. J'ai l'avocat ici alors. Moi, je vais ici. En fait, moi, au début, ça a fatigué mon fils au point où il commençait de saigner du nez. Parce qu'en fait, quand on te dit que la police va venir te chercher ici, tu commences à flipper. Ça fragilise en fait tout ce qui est liquide dans le corps. Mais ils n'ont pas le droit. Oui, ils n'ont pas le droit en tout cas. Commencer de saigner. Quand je dis saigner, c'est comme si les règles sortaient par les nids. Oh là. Donc des draps qu'il fallait jeter et comme ça l'a épuisé complètement. Exactement. Des pressions et il fallait redresser tout ça et donc c'est quelque chose. Oui, ça a un impact sur la santé mentale et tout ça, bien sûr. Nos enfants, c'est pas des enfants qui font ce genre de choses. Si c'est quelqu'un qui est réglé et qui est bien comme ça, quand on lui dit que la police, oui, ça fait peur. Oui. Et c'est voilà.
Non, il faut savoir qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire ça. Ils ont le droit de te convoquer au commissariat de police pour faire un entretien et tout ce type de choses-là, mais venir là-bas, c'est pas non, possible. Ça, heureusement que je me suis quand même renseignée. J'appelle mon ex-collègue, je dis, est-ce que tu sais, ça, je lui envoie, il me dit, mais écoute, ça, c'est des choses qu'ils ont des millions de personnes signalées avec ce genre de situations. Normalement, ils ne peuvent pas faire ça. Et donc, quand j'ai compris qu'ils ne le feront pas, ben maintenant, il fallait prouver que ce n'est pas nous. Il y a des huissiers qui sont venus. Ça a même été transféré à un ici de Liège qui s'appelle comment un truc célèbre de ici. Bordel. Bordel. Je sais pas. Donc, ils sont venus jusqu'à la maison pour venir voir. Et enchaîne. J'ai dit à madame que si on vous a passé un dossier, ils auraient quand même dû vous dire que c'est un dossier qui est bancal. Parce qu'on a déjà apporté toutes les preuves pour montrer la fausseté de ces dossiers. Donc si vous venez jusqu'ici pour venir chercher des meubles, en fait, prochainement, ne le faites plus. Parce que là, franchement, on est dans notre droit pour nous énerver comme on veut. Ne revenez plus ici. Et la dame était repartie. Jusque-là, je ne les ai plus vus. Ils ont annulé aussi, en fait, le dossier ici à Liège. Voilà. Modero. Oui, Modero, c'est très connu. Moi, maintenant, SNCB envoie des trucs. Il vous dit no replay. Donc, ce n'est plus des lettres, c'est des mails. Tu te réveilles, tu as 20 mails no replay. Et donc, no replay, là, tu ne réponds pas. Donc, il faut attendre que ça aille chez Modero. Et là, tu peux parler avec Modero. Donc, c'est 3 ans déjà comme ça. On est oh là là, c'est un calvaire. Ouais. Moi, j'ai une question. Donc, je sais pas si on se revoit, si on se tutoie. On peut se tutoyer, c'est bon. Donc, toi, Ça va. tu Oui. as ouvert ta société en France, du coup, à Paris. Exactement. Moi, j'ai envie d'avoir des conseils par rapport au fait d'ouvrir soit une société en France ou ailleurs, en fait, par exemple, au Rwanda, n'importe où. Comment ça se passe et si c'est profitable de faire ça plutôt que de le faire ici. Oui. Bon, est-ce que c'est profitable? Au niveau taxes, Belgique et France, c'est à peu près la même chose. Surtout comme moi, je suis un peu, ça s'appelle micro-entreprise là-bas, mais c'est personne physique. Pour moi, pour commencer, ça n'a pas été trop difficile. Il fallait aller sur l'INSEE, c'est un site web comme, je peux comparer ça à quoi? C'est un guichet d'entreprise, on va dire. Un guichet d'entreprise et j'ai fait mes démarches auprès de cette institution là-bas. Je me suis affiliée à l'URSSAF, c'est où on paye les contributions sociales et j'ai parlé avec un comptable. Oui, c'est ça que j'avais demandé. Eh bien, moi j'ai un bureau où il y a la domiciliation aussi. Okay. Donc, c'est un peu les nouvelles formules qu'ils apportent maintenant sur le marché. Pour la suite, domicilié personnellement, je ne le suis pas. Moi, je suis domiciliée personnellement en Belgique encore. Donc, mais ça me convient, je n'ai pas eu de problème sur ce souci-là. Au niveau de... bureau physique ou c'est une adresse? Pardon? C'est un vrai bureau physique? Il y a un bureau exactement là-bas, donc on peut prendre dans la journée, au mois, tout ce type de choses-là. C'est comme un coworking, voilà, exactement. Je pense que la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est stocker des choses là-bas, mais sinon, ils reçoivent tous nos lettres, tous ces types de choses-là, c'est inclus. Et c'est un peu ça que, oui, c'est comme ça que j'ai fait. Moi, j'ai une question, c'est pour rebondir sur la question ici, donc peut-être j'ai loupé, mais pourquoi Paris? Pourquoi Paris? Parce que je voulais me focaliser d'abord sur beauty and fashion. Okay. Et comme là-bas, c'est quand même le centre du fashion et tout ce type de choses-là, ça m'aide toujours, en tant que profiler mon entreprise envers des personnes qui sont dans le fashion, ça aide beaucoup parce qu'ils se disent aussi que c'est à Paris, donc ça va de soi. Autre question, un peu dans la même lignée, est-ce que du coup, selon toi, il y a un avantage point de vue fiscal, aller se domicilier en tant qu'entreprise au Luxembourg? Il me semble qu'il y a pas mal de... Oui. Luxembourg, au niveau fiscal... Moi, j'ai une question. Fiscal et Malte. Donc, Luxembourg et Malte sont les meilleurs. Malte et Suisse. Surtout Malte, parce que Malte, ça peut revenir de 35%, donc les taxes pour les entreprises,
À Malte, ça peut aller de 35% à 5%. À 5%, oui. Et à Malte, à Malte. Parce qu'au Luxembourg, il faut y aller au moins X fois par semaine. Oui. À Malte aussi. À Malte, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est le cas parce qu'ils sont très ouverts aux internationales et aux personnes qui sont des investisseurs venant de l'international. Je ne sais pas s'il faut avoir un dirigeant spécifiquement qui est là-bas souvent, mais je pense que le fait que tu prouves que tu vas là-bas une fois par année ou 3 fois ou 4 fois par année, c'est assez pour pouvoir faire appel aux 5% de taxes. Du coup, ça reviendra combien en termes de taxes, c'était combien déjà? C'est moins qu'en Belgique, en tout cas. Je pense que c'est 15% pour... 15% pour... Oui. Moi, j'ai une question. Du coup, je viens de la province du Luxembourg, j'ai grandi et j'ai passé toute ma vie. Ok. Et du coup, la raison pour laquelle je suis à Liège, déjà, c'était pour mes études, parce que j'ai fait des études de mode. Voilà, c'est bien. Et je suis partie à Bruxelles pour la suite, enfin, j'ai un parcours un peu compliqué, et je suis après partie en Espagne. Je m'installe en Espagne pendant 1 an avant le Covid et je kiffe ce pays. Je me suis dit, je veux rester ici. C'est le pays que je voulais. Niveau travail, j'ai eu la chance de travailler pas mal de marques, c'était vraiment chouette. Mais le Covid est arrivé, il fallait absolument rentrer, c'était très compliqué. Et je suis revenue et je suis rentrée en dépression. Et parce que de base, en partant en Espagne, c'était vraiment, je fais mes stages et directement je lance ma boutique de mode. Enfin, vraiment, ça devait se suivre en fait. Et je rentre, ma mère qui me dit, tu comptes faire quoi? Et j'ai dit, en fait, rien. Déjà dormir parce que c'est tout ce que je peux faire. Et elle m'a dit, mais ouvre ici, c'est bien la Belgique et tout, nanana. Moi, je dis, en fait, la vision que je voulais, c'était pas ce que la Belgique attend. Je trouve que la Belgique est encore un peu fermée dans certaines choses et je voulais absolument pas le faire. Ma mère, elle me dit, écoute, Luxembourg, tu connais, c'est ton pays, enfin, tu parles la langue, enfin, tu es à l'aise dans ce pays, en fait. Mais moi, je voulais pas du tout. Ma soeur, elle trouvait dommage parce que justement, au niveau des taxes et tout, elle s'est dit, c'est chouette. Est-ce qu'elle est indépendante aussi? Elle est infirmière indépendante. Elle me dit, mais c'est chouette et tout, mais j'aime pas du tout... J'aime pas le mood en fait. Et en restant ici à Liège, ça fait 6 ans que je suis ici, et la question que je me pose, est-ce que je me lance à Liège ou je me lance au Luxembourg? Moi je dirais, tu peux mettre ton siège social à Luxembourg et avoir un autre office, un deuxième office à Liège par exemple. Mais là tu bénéficies des taxes vu que tu es aussi pas loin, donc si tu dois aller là-bas quelques jours par année, ça te convient. Ça te convient et tu restes au niveau des taxes, tu es en ordre, tout est en ordre, tu peux faire ça. D'accord. Mais ok. Tu peux aussi avoir ton office en Espagne ou ton fonds de commerce en Espagne, mais avoir le siège social au Luxembourg. Ça aussi, c'est une possibilité. Et là, tu bénéficies des taxes, mais tu fais ce que tu veux, ce que tu aimes bien faire dans le pays que tu aimes bien. C'est ça. Mais après, avec le temps, parce que je suis devenue maman entre-temps, et là, je fais des études d'architecte d'intérieur, et avec le réflexion, je me suis dit, Espagne, maintenant, je dois changer le puzzle, c'est vraiment de mettre l'architecture là-bas, et de garder la mode peut-être au Luxembourg ou ici, tout va dépendre, mais vraiment d'accumuler ces deux choses, mais moi, la Belgique, je suis désolée de dire ça, hein, mais non, il n'y a pas d'obligation. C'est pas mon délire. Voilà. Pour être respectueux, c'est pas mon délire du tout. Je trouve que c'est trop cher. La vie est trop bizarre. Comme ça, quand je parlais avec Gaëlle, je crois, quand je suis arrivée ici à Liège pour faire mes études, je suis dans le bus et elle est contrôleur. Oui, en Luxembourg, c'est gratuit. C'était trop comique. Le monsieur qui me dit, mademoiselle, et moi je suis là, qu'est-ce que tu veux en fait? Et il me dit, le ticket. Je dis, non, on paye pas le ticket. Je dis, on est en Belgique ici. Et je me suis dit, oula, vous êtes trop cher. C'était trop bizarre. Au Luxembourg, c'est gratuit, c'est vrai. Tout est gratuit, métro, tram, train. On est trop bien. Oui. Vraiment, le seul truc, justement, je parlais de ça parce que le seul dommage au niveau d'études, je trouve que c'est pas l'excellence. Parce que moi, par exemple, ma fille, si on déménage au Luxembourg, c'est la mettre à l'école là-bas, je suis pas convaincue. Le niveau est très bas pour moi. Je trouve que c'est très très bas. C'est pour ça souvent les enfants du Luxembourg, on vient à Belgique, on part à Paris, etc. pour étudier parce que le niveau d'études est très 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 bas et limite médiocre, vraiment. C'est pour ça que je suis venue ici en fait.
mais tout ce qui est business, tout ce travail, on va pas se mentir, c'est très bien. Oui, mais niveau oui, éducation oui. en tant que mère, tu dis non en fait, c'est mort. Même les allocations familiales. là. Bon, mes allocations familiales, je ne touche pas de la Belgique, mais du Luxembourg. Bah oui. Ma fille, elle touche de là. Et justement, on a eu un débat avec une amie. Elle me dit, oui, moi, c'est 100 et quelques. J'ai dit, punaise. Ah ouais. Je suis à double de ce que toi, tu reçois, en fait. Pourtant, Ah son fils est plus grand. Et je me dis, mais en fait, pourquoi? Enfin, moi, je comprends pas. C'est un petit pays, mais qui est juste, là, juste à côté, mais il gagne plus que vous. C'est trop bizarre. Ça, c'est vrai. C'est trop, trop bizarre. Mais bref, voilà. Exactement. Voilà, voilà. Bon. Ah, il y a tellement de questions. Mais bon, Vas-y. j'aimerais pouvoir protéger le ministre du Bonheur. Mhm. Parce que ça prend une ampleur. Ok. C'était juste pour... oui, c'est mon compte TikTok, mais j'aimerais pouvoir... Il y a une possibilité, j'ai oui. fait publicité, pas Oui. publicité, communication. Donc on parle de marketing dedans et tout. Et donc, voilà, comment s'y prendre. On peut faire ça au niveau des droits de propriété intellectuelle. Oui, c'est un droit de propriété intellectuelle. Tu peux te protéger à ce niveau-là. Et ça veut dire qu'une autre personne ne peut pas utiliser le ministre du Bonheur juste comme ça. Donc il doit te payer ou tu dois avoir... Pardon? C'est pas un gros titre ou pas un Au gros titre. Au titre, Le titre, oui, le titre. Le nom, il a déjà de l'ampleur, donc c'est juste le nom. Parce qu'après, ce qu'elle fait... Donc, si tu veux faire exploiter ça par une autre personne, il doit avoir un consentement écrit Je meurs là. auparavant pour pouvoir le faire. Mais souvent, c'est lié à un prix monétaire, une contrepartie monétaire pour pouvoir le faire. Donc, c'est une possibilité. Tu peux toujours venir en rendez-vous chez moi, comme ça, on discute plus de Oui, ça. parce qu'on avait cherché, mais c'était un petit peu compliqué parce qu'on ne savait pas, parce qu'il y avait plusieurs zones et par rapport aux zones, il y avait des prix différents. Oui, Par rapport à exactement. ce qu'on demandait. C'était trop compliqué. Exactement. Donc, tu peux le faire protéger en Belgique, dans l'Union européenne et dans tout le monde. Donc, c'est ça les trois options. Et lié aux trois options, il y a différents prix, bien sûr. Ça n'existe pas déjà. C'est pas Et voir qu'il existe existe pas pas déjà. à l'activité aussi. Imaginons quelqu'un qui prend le même nom mais qui fait une activité, je sais pas, maçonnerie. Maçonnerie, en tout cas, non. Est-ce que c'est pas circonscrit à l'activité? Si elle est les premières à déposer ce nom-là, tu ne peux pas utiliser le nom. Peu importe l'activité. Peu importe l'activité. Tout c'est Oui. fait ici. Va, il y a une caméra partout. La vérité. Je rigole, mais je rigole pas. Eh les amis, non. Ma maman a trop Il souffert. faut voir, mais si pour toi, financièrement, ça t'intéresse pas. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais bien parce que sûr. ce qu'il y a, c'est que si elle le Parce reconnaît, que- si quelqu'un d'autre veut se l'accaparer, il doit lui payer une Mais redevance. bien sûr, c'est parce que ministre du Bonheur, je suis aussi dans la restauration. Je suis restauratrice. Donc je dois faire des food trucks, des choses comme ça. Exactement. Donc je pense. Tu peux utiliser ça comme nom. Voilà. J'ai une question, c'est seulement en Belgique ou partout ailleurs? Ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux, ce que tu choisis. Tu peux faire en Belgique seulement, dans l'Union européenne ou dans le monde entier. Mais tu payes. Pourquoi? C'est quoi ton nom de famille? Lopez. Ah oui. Ben, si tu veux mettre ton nom de famille, oui. Oui. Mais là, on parle de marque vraiment. Hein, donc, d'utiliser cette marque. Oui, si mais bon, il y a une grande chance qu'il y a déjà une personne qui a Lopez. C'est ça un peu. Je dois travailler sur mon logo aussi, parce qu'on m'a dit qu'il vaut mieux avoir aussi son logo en même temps pour ne pas payer. Pour l'enregistrement. Oui, plus, Ouais. exactement. Parce qu'il faut remettre directement en même temps aussi le logo. On ne peut pas d'abord mettre le nom, disons qu'on n'a pas le temps de faire le logo, on ne peut pas déjà mettre le nom, Non, je et dois par payer. la suite, le logo et le nom, c'est le même prix ou je pense que le logo, Je pense que oui, c'est le logo si doit je être me un trompe petit pas, peu c'est par demande. C'est par demande que tu fais, pas par. Ah, d'accord, c'est Exactement. comme quand tu enregistres une SBL, tu dois Oui. payer chaque fois le même prix pour Voilà, les modifications. exactement. D'accord. C'est ça. Oui, c'est ça un peu le message. Et